Cet épisode de Coup Critique est une présentation de l'Atriche Bistrot Ludique à Saint-Eustache. Joignez-vous au groupe Adventures League de l'Atriche et venez essayer la grande sélection de jeux de société disponibles dans une ambiance chaleureuse avec vos amis. Épisode numéro 1, les débuts et D&D Live 2019 de Descent. Bonne écoute de Coup Critique, la balado. Ah, quand t'as déjà roulé, ça va bien. C'est quand tu roules la première fois puis tu te traduis on the fly, là, ça peut être un peu fatigant. L'ayant déjà roulé, puis en ayant déjà parlé aussi, là, ça a fait que je m'en rappelais pas mal d'histoires, puis il fallait juste me remémorer un peu le nom de. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils ont bien aimé. C'était quoi le module? C'est The White Well. Je l'ai appelé la source blanche là, dans mes traductions. C'est surtout avec les nains dans les montagnes, puis qu'il y a un puits de Hadar qui a été ouvert, que ce clan-là, des Comurgues, ils gardaient depuis longtemps. C'est quelle saison, ça, le fun? Ah, c'est un CCC. Ah, ok. PDX Age. CCC, ouais. Vraiment intéressant, vraiment une belle game. C'est sûr que c'est beaucoup de ooze, tu sais, les monstres, c'est des ooze, mais sinon, cool, mais quand c'est juste des ooze, je dirais que ça avance. Ouais, mais c'est des classiques, hein, tu peux pas... Ouais, exact. Mais j'aime ça mettre des ooze avec d'autres choses. Juste des ooze, ça avance à 10, mais c'est trop loin. Ça leur a donné du fil à retordre, pareil, c'est correct. Bon, ben comme tout le monde a pu voir, on est déjà dans le fil du sujet. Bienvenue sur le podcast de Coup Critique. Je m'appelle Francis. Avec moi, j'ai Joe. Ouais, bonjour. Et Mike. Salut. Et là, normalement, on aurait eu un autre joueur, Eric. Malheureusement, il n'a pas pu être disponible pour ce soir. On va lui donner le bénéfice du doute qu'il n'est pas en train de dormir, en train de nous oublier. Mais qu'il y a quelque chose de vraiment, vraiment... une urgence de dernière minute, là. On va y en vouloir beaucoup. Ouais, beaucoup. Fait que, ben, c'est ça, le podcast, en fait, c'est l'idée d'avoir une discussion autour du jeu de rôle, mais surtout Dungeons and Dragons, dans le cas qui nous intéresse ici. On a tous pas mal différents niveaux d'expérience dans le jeu. Par contre, on est tous unis, je pense, par la même passion envers le jeu de rôle, puis ce type de jeu-là. Puis dans le fond, pour un peu starter ça comme il faut, cet épisode-là, je trouvais ça intéressant de peut-être faire un tour de table ensemble, voir c'est quoi le niveau d'expérience de tout le monde, c'est quels bons souvenirs on a. Puis je me fais l'ambassadeur de la table ronde en commençant. Moi, en fait... ouais, c'est ça. Moi, en fait, je suis un nouveau joueur. Hein. Je suis vraiment un noob. Hein. Puis, mais je suis un noob motivé. J'ai commencé à jouer en janvier de 2019. Fait que ça fait vraiment pas longtemps. Par contre... hein? Un petit bleu. Un petit bleu, ouais. Mais un petit bleu motivé parce que je me souviendrai... en fait, j'ai parti l'année 2019 en me disant... Cette année, je vais faire des choses que j'ai toujours voulu faire, que ça fait longtemps que je vais essayer. Puis Donjons Dragons, ça en était une que ça me tentait vraiment. Je suis un fan de jeux de société en général. Je viens du milieu un peu de la performance, musique, théâtre, tout ça. Ça fait un bout de temps que j'en faisais plus. Par contre, c'était un côté qui me manquait. Puis j'avais entendu parler en bien beaucoup de ce jeu-là pour ce genre de jeu qui ramène ce genre de personnalité-là au niveau des joueurs. Et dès la première game que j'ai fait à la triche, dans un petit bar ici, près de où j'habite, là, j'ai vraiment eu la piqûre, pas seulement pour le jeu, mais l'ambiance puis le monde qui était dans cette communauté-là. Après, quand tu commences à creuser encore plus profondément, ben, tu tombes dans le lore, la mythologie de Donjons Dragons. Puis moi, j'étais un fan de mythologie au départ. Donc, ça n'a pas pris de temps que j'ai embarqué puis en fou. Puis
Encore aujourd'hui, je ne pense qu'à ça. C'est toujours dans ma tête. Bon, quel personnage je pourrais faire, quel game que je pourrais rouler. Ben, j'ai commencé à être un Game Master, un DM depuis quelques temps. Ouais, tout récemment. Justement, les comparses avec moi ici sont un peu les cobayes de mes débuts. Puis quand moi, je viens du domaine du web, puis j'arrivais pas à trouver une ressource entièrement consacrée en français québécois sur le jeu de rôle, surtout sur Dungeons and Dragons. Donc, je me suis lancé, j'ai dit, hey, je pars un blog, j'écris là-dessus, je suis motivé, j'aime ça chercher de l'information, j'aime ça rentrer en contact avec les gens. Puis là, le podcast, en fait, ce que je trouve cool, c'est que je lance ça à un autre niveau avec un médium que j'aime beaucoup, le podcast en général. Mais aussi, je peux faire participer des gens que je trouve vraiment intéressants, avec qui j'ai eu l'occasion de jouer, qui ont. Puis je pense qu'on peut avoir une conversation vraiment amusante, tout le monde ensemble. Puis ça va se faire sans prétention, ça va se faire dans le plaisir, dans la joie et l'allégresse. Euh, ben c'est ça. Puis mon premier personnage, c'est un Tiefling Bard que je roule encore. Il vient d'arriver dans Tier 2 en Adventures League. Je l'aime bien gros parce que je joue un peu comme une rockstar metal. Tu sais, j'y vais vraiment Bard qui trippe un peu trop sur le feu, mais tu sais, qui fait des shows pyrotechniques quand il joue du luth. Tu sais, c'est genre. Ouais, c'est ça. Waterdeep, ça a été une bonne place pour faire des shows de boucan dans les rues. Ça a porté fruit, c'était le fun. Puis je vais continuer de le rouler. Sinon, je roule 2-3 autres personnages en ce moment. J'explore encore beaucoup le mode de jeu. Là, mais je suis beaucoup dans les spellcasters, je me rends compte. Puis à la suggestion de Joe, je vais m'essayer peut-être avec un personnage un peu plus offensif à la saison 9 là, quand elle va commencer. Puis on va parler d'Adventures League dans un autre épisode. Là. Mais c'est pas mal mon mode de jeu en ce moment. Puis c'est sûr que je ziote de peut-être commencer soit un homebrew, soit embarquer dans une game déjà qui existe avec d'autres mondes. J'en veux toujours plus. Ça va juste continuer de grandir comme passion, j'ai l'impression. Fait que, y a-tu quelqu'un qui veut se lancer après? Je peux bien y aller. Mike, tu me laisses la place. On va finir ça avec le vétéran. Mon histoire est en 2 temps un petit peu. Il y a environ 10 ans, 12 ans, j'ai joint des amis à moi qui jouaient à Donjons Dragons, qui ont tenté de m'expliquer, ou plutôt qui ont voulu que je comprenne les règles automatiquement. C'était la version 3.5 de Donjons Dragons. J'ai vraiment aimé ça. Par contre, eux, le groupe, m'ont plus ou moins accepté. Donc, ils voulaient quelqu'un d'expérimenté, puis ils étaient peut-être moins ouverts à l'idée. Je me rappelle avoir fait une partie dans laquelle je jouais le personnage de mythologie grecque joué par Brad Pitt, qui est Achille, c'est ça, exactement. Il avait fait un homebrew, le game pour 3-4 sessions dans lequel on jouait un de ces personnages-là de la mythologie grecque. C'était vraiment intéressant, tout ça, j'avais aimé ça. Je comprenais pas toutes les règles, mais bon, après ça a pris un autre chemin, puis c'est correct. Mais depuis automne 2017 que j'ai commencé à jouer, grâce à quelqu'un à nous qui est parti à Adventures League à la triche, justement, que tu parlais tantôt, à Saint-Eustache. Francis Martel qui a décidé de DM et de nous montrer ça à Adventures League. Ça permettait à tout le monde aussi de ne pas avoir à céduler une game à toutes les semaines ou à avoir une certaine liberté. On aura l'occasion de parler dans le prochain épisode. Puis à ce moment-là, j'ai créé un personnage qui est un barbare à qui je suis tombé en amour, que je joue maintenant grâce à Mike aussi. Dans une, c'est la Max? Ouais, la Max de barbare. Que je joue, j'adore donner du trouble à Mike dans sa game de Tombs of Annihilation. À travers ça, c'est sûr que, comme un peu Francis, on pogne toute la piqûre, sinon on continuerait pas. Acheter le PHB, tu le lis, tu le feuilles, tu le relis 2, 3, 4, 5 fois, puis tu t'apprends les règles. Tu fais que après ça, tu vois qu'il y a une liberté incroyable, puis une facilité à jouer, puis après ça, tu as envie d'essayer une autre classe, puis une autre classe, puis un autre personnage, ou un autre, tu as des idées qui viennent. Je me suis découvert à travers ça, je dirais pas un talent, mais une passion pour l'écriture, dans laquelle j'ai écrit ma propre campagne, que je joue maintenant depuis 1 an et demi à peu près. Dans laquelle certains amis à moi font des caméos, mais j'ai un groupe d'amis que j'avais rencontrés justement à travers Adventures League que j'ai un petit peu choisi. En tant que DM, on choisit un petit peu nos joueurs afin de s'assurer que la table est très
permet une certaine chimie, puis aussi que tout le monde s'entend bien, puis qu'il n'y a pas de faiseur de trouble. Je pense que même dans l'épisode futur, on va pouvoir parler là, de l'approche d'ADM et tout ça, n'est-ce pas, Francis? Ben oui, certain. Exact. On en a pour une couple d'épisodes, là. Ouais, déjà là, je suis en train de plugger plein d'affaires. Donc, à travers cette game-là, c'est bien fantastique, tout en continuant à jouer à Adventures League, donc en développant certains personnages, même que la profondeur est un petit peu moins là. Tomber en amour avec des personnages ou tomber en amour avec des NPC. À travers ça, j'ai fait je me suis rejoint à une agence de casting pour faire des voix également, parce que j'avais découvert une certaine affinité, si on veut, là, sans nécessairement avoir de talent ou de cours ou de background de ça, juste essayer de faire des auditions qui m'ont amené quelques petites job-in. Pour l'instant, j'ai un job à temps plein, bien sûr, mais vraiment une passion qui grandit de plus en plus, puis avec tous les nouveaux livres qui sortent, c'est de la lecture, puis c'est intéressant les histoires, puis ça donne juste plus d'idées de créer puis d'écrire. Nice! Toi, mon beau Mike? Mon beau Mike! Mon vieux Mike! Mon vieux Mike, moi, mon expérience avec D&D, ça remonte à... Ça doit faire 20 ans, à peu près. J'étais plus que ça, je pense que j'avais 12 ans. J'étais au camp de vacances encore à l'époque, là, fait que j'étais encore primaire. Ouais, j'avais 11-12 ans, puis c'est une journée de pluie, là, au camp de vacances, cette journée-là, puis les moniteurs, que je me rappelle même plus son nom, décident de nous faire jouer à D&D. C'est D&D deuxième édition, il nous fait des bonhommes, on part, puis on fait une grosse campagne. On a joué, quoi, 5-6 games faciles, une sorte d'histoire qui avait concocté, il y a plusieurs tables, parce que c'est quand même assez flou dans ma mémoire, parce que ça fait tellement longtemps, là. Mais mon premier perso, c'était un Ranger qui s'appelait Shadow. Puis j'avais un pet Crow, que je me rappelle plus, je pense qu'il n'y avait pas de nom. Puis je me battais avec deux épées courtes, là. Puis c'était vraiment cool comme personnage. J'ai joué quelques games avec lui. Puis, mais j'étais jeune à l'époque, fait que ça a pris quand même un bon bout que je puisse rejouer fréquemment à D&D, parce que là, après l'été, je retourne à l'école, puis il n'y a pas vraiment personne qui sait jouer à D&D à part les plus vieux. T'es quand même moniteur, fait que les plus vieux que nous autres. Fait que, mais j'ai quand même découvert les livres de Forgotten Realms, puis toutes les Dragonlance, puis toute la littérature qui venait avec ça. Fait que c'est un peu là que j'ai eu mon premier là, vrai brush avec c'était quoi les univers de D&D, puis qu'est-ce que c'était la littérature de fantasy. Puis je tombe en amour avec ça. J'ai continué à lire ça pendant plusieurs années avant de retrouver une gang que c'est pas du monde qui joue à D&D finalement après plusieurs années. Puis j'ai commencé à jouer avec eux autres. C'était encore la deuxième édition. Je pense que mon premier personnage avec eux, c'était un Elf Crusader. On a joué quelques parties, mais je me rappelle qu'on est passé très rapidement à la troisième édition. Puis mon premier personnage là, ça a été un Sorcerer. Ouais, ça a été un Sorcerer que j'avais fait. Puis on a joué à ça quand même un bon moment. Mais là, est arrivé la fin du secondaire, puis évidemment, tout le monde va à ses occupations. Puis si j'avais un petit peu passé mon trip de D&D à cette époque-là, je voulais passer à d'autres jeux. Fait que j'ai commencé à jouer à Vampire the Masquerade, à un autre jeu qui s'appelle Legend of the Five Rings, qui est un jeu de fantasy aussi, mais ça se passe dans un monde asiatique. C'est tout un univers, puis c'est un autre système de règles aussi que D&D. Mais bref, j'ai passé à d'autres jeux. J'ai joué à ces jeux-là quand même longtemps avec une petite gang qu'on jouait, je dirais, aux 2 semaines. On se faisait une bonne game de soit Vampire, soit Legend of the Five Rings, qu'on incarnait des samouraïs. Puis moi, j'étais storyteller de Vampire. Puis j'étais, je peux pas du temps joueur de Five Rings. Je l'ai storytellé longtemps aussi en co-DMA avec un autre gars. Là. Puis, à un moment donné, j'ai arrêté complet. C'était difficile avec mes amis de se trouver des mondes avec qui jouer. On était plus rendus dans nos vies. Fait que j'ai mis ça de côté pendant plusieurs années. Là, je te dirais, bon, 5-6 ans dans ma vingtaine, j'ai pas joué. Puis, à un moment donné, j'avais du temps, puis je savais que j'avais quand même suivi l'évolution de D&D avec les années. J'avais vu qu'est-ce qu'elle avait fait avec la 3e édition, la 3.5. J'avais vu Pathfinder prendre la part du marché. Moi, je ne pas tant que ça sur le 3e parce que ça représentait une quantité phénoménale de combinaisons de feats que je trouvais donc ça plate, être obligé de prévoir ce que tu faisais au niveau 1 par toute ta progression. Bref, moi, je n'avais pas vraiment
cet empilade de feats là, que ça nécessitait. Puis la 4e édition est sortie, puis j'ai joué quelques parties avec un gars qui l'a absolument montré, puis j'ai pas aimé le feeling non plus avec les cartes, puis tout. Bref. Ça, c'est une autre histoire, mais j'ai pas embarqué non plus, puis c'était bon. Pendant ma vingtaine, c'était pas mal ma seule expérience de D&D, jusqu'à ce que je décide de, quand la 5e est sortie, de finalement aller voir qu'est-ce que ça avait l'air, la 5e édition de Donjons Dragons. Puis j'étais allé jouer dans un magasin dans Hochelaga qui s'appelle Le Secret des Corrigan. C'était un gars que je joue encore avec, qui s'appelle Philippe Gencan, qui est un professeur d'histoire médiévale, puis il est très super concis dans ses descriptions. Bref, il m'a vraiment donné la piqûre de jouer à D&D. J'ai joué quelques parties avec lui en magasin. Puis j'ai tout de suite aimé ce qu'il avait fait avec le système de règles de 5e édition, que j'ai retrouvé le feeling de la 2e, puis il avait pris ce qui était bon dans la 3e, puis il avait même pris ce qui était bon dans la 4e pour en faire un jeu qui est vraiment le fun à jouer, qui s'en charge pas nécessairement dans les règles, puis qui est fluide, c'est vraiment élégant, je trouve, le système de 5e édition. J'ai vraiment adoré mon retour à ça. Puis depuis, ben, je joue chaque semaine presque avec les mêmes personnes que j'ai rencontrées à ce magasin-là. Maintenant, on joue à la maison, là, mais tous les mercredis, on joue au game. Présentement, on n'est pas sur un projet de 5e édition. On est en train de revisiter les vieilles éditions de Donjons Dragons. Là, on joue à Dark Sun, 2e édition. On fait un petit module qui s'appelle Road to Ulrich, je pense, si je me rappelle bien du nom. Puis juste avant, on a fait un module de D&D Basic qui se passait dans genre le Moyen-Orient, je me rappelle plus du nom. Et on a échoué lamentablement, je tiens à dire. On est tous morts. Parce que c'est pas le style de jeu de la première édition qu'en 5e édition, disons. Au niveau du challenge, t'as pas moins droit à l'erreur, disons. C'est pas la même chose. Mais bref, puis on continue, on va faire, le prochain c'est supposé être Dragonlance en mode saga. Et finalement, on retourne en 5e édition avec une partie de Eberron dont je ferai. Et c'est pas mal ça. Sinon, ben j'ai effectivement la game avec Giovanni que je run, donc ma deuxième game de Tomb of Annihilation, parce que je l'ai roulé justement à ses amis, ces mêmes amis-là que je joue toutes les semaines. On a fait le module au complet. Ça a été vraiment une expérience plaisante aussi de faire ça. J'ai autant de fun à rouler l'autre game avec Giovanni et Eric, parce que deux groupes, deux expériences totalement différentes. C'est le fun à DM, pour ça tu vois des choses différentes, tu vois différents styles de joueurs, puis c'est un peu ce qui est le fun avec la Managers League. Tu peux rencontrer plus de joueurs, plus de styles de jeu, plus de styles de DM, créer des liens qui sont le fun avec d'autres mondes. La communauté de Adventures League, c'est vraiment quelque chose. Puis on apprend aussi à travers ça en tant que DM. Moi, je donne par exemple souvent là, que Francis a commencé tout dernièrement. Puis à travers, malgré des erreurs des débutants, whatever, on donne tout le temps un feedback, c'est correct. Sauf que j'ai appris des choses. À sa première session, je dis ah ok, il fait ça comme ça, c'est intéressant. Fait que, il y a plein de trucs, c'est sûr. Là, je pense qu'en tant que DM, on apprend toujours. Puis si un DM qui est pas ouvert, il pourra pas jamais s'améliorer, il pourra pas jamais amener ses parties à bien. Ouais. Ah non, c'est clair que non. C'est fou à quel point être DM, quand tu commences à jouer à Donjons Dragons, c'est impressionnant aussi. Là. Tu sais, là, es là, puis tu vois le panneau, là, puis là, tu vois les manuels à côté, tu vois 40 dés, là, puis là, tu vois les mini, puis toi, t'es arrivé avec ton crayon, ta feuille, tu sais, puis là, tu fais, OK, genre, puis là, tu fais comment il fait, puis c'est fou, moi, ce que j'ai trouvé cool, c'est que déjà, quand je voyais, parce que Eric, c'est le premier c'est ma première game de donjon à vie, là. C'est lui qui a été ma première game. Puis c'est fou comment il était bon pour m'expliquer des affaires, mais à quel point il m'a donné le goût aussi d'essayer vite. Moi, déjà, la première game, j'ai dit, c'est ça que je vais être DM à un moment donné, parce que j'aimais le... Ouais. Puis j'aimais le... Il est bon. Il est vraiment bon comme storyteller. Il aime le jeu. Peut-être que c'est pas la soirée, mais c'est vraiment un bon joueur. C'est un peu moi qui l'ai ramené à jouer à D&D. Ouais. C'est à cause que j'ai raconté les histoires. D'ailleurs, il s'est dit que je joins mon groupe de D&D les mercredis. Il joue avec nous autres maintenant les mercredis. Mais au début, c'était un autre groupe. Là. On évolue avec les années. Là, mais Eric il a pris la piqûre. Puis quand il se met à quelque chose, il va à fond. Puis il a vraiment compris l'essence du jeu. Puis ça fait lui un bon storyteller. Puis je pense qu'il est bon pour aider les nouveaux quand même à s'intégrer. Là. Vraiment. Tu vois, j'ai refait une game tiers 1.
cette semaine. Puis là, on avait, je pense, 3 niveaux 1, là, tu sais. Puis les 3, c'était des nouveaux. Tu sais, qui avaient soit joué dans le temps, soit qui jouaient pas avec des règles vraiment spécifiques ou qui s'essayaient. Puis vite, là, il était bon pour expliquer comment ça marche Adventures League, mettre le monde à l'aise. Puis c'est ça qui est le fun avec ce mode de jeu-là. Moi, c'est ce qui m'a permis de faire OK, j'ai pas besoin de signer un pacte avec mon sang là, pour commencer à jouer. Ah, Là. ouais. C'est Engagé. ouvert, puis c'est C'est évolutif. Puis c'est c'est un ça qui est jeu le fun. after all, puis il faut toujours le traiter de même aussi, là, tu sais. Puis tout le monde est là pour avoir du fun, le DM inclus, là, tu sais. Fait que... Exact. Si t'as pas de fun, soit à DM ou ni à jouer, le point n'est pas là. C'est un peu ce que j'avais vécu dans le temps, là, comme je disais, là, quand j'avais embarqué avec une gang de gars qui se prenaient un peu au sérieux. Écoute, c'est bien correct de se prendre au sérieux. Moi-même, je me prends très au sérieux quand je joue, quand je DM, tout ça. Mais se prendre au sérieux, ça veut pas dire de pas avoir du fun, ni de pas rire ou de pas s'assurer en tant que DM peut-être, mais même en tant que joueur, que tout le monde autour a une influence positive là-dessus et non pas une influence négative. Ouais. C'est clair, ça. J'ai joué avec des joueurs qui sont pas très agréables, puis Eric pourrait dire la même chose. Mike, j'imagine aussi, là, pas nécessairement des amis proches à toi, mais des gens qui veulent prendre le plancher, c'est correct. C'est pas tout le monde qui fait la même quantité de roleplay, puis je m'assume là-dedans que moi j'en fais parce que c'est correct. Puis quand ma femme, par exemple, joue, ben, elle en fait un petit peu moins, mais elle apprend beaucoup. Mais au début, c'est intimidant. C'est normal, puis c'est correct. Prendre le plancher. Ah, il y a toujours une gêne, là, tu sais, surtout avec du monde que tu connais pas, tu sais, d'incarner un personnage, il y a toujours une petite gêne, tu sais. On se libère de ça avec les années, je te dis. Oui, exactement. Ça prend un certain temps. Puis ça, c'est correct. Par contre, d'être négatif ou d'être désagréable envers les autres ou surtout quelque chose qui vient me chercher, même si tu es un nouveau, du metagaming ou du manque de respect, c'est des choses que. Ah, c'est sûr, là, tu joues une expérience de quelqu'un d'autre, là, tu sais. Exactement. Dans un jeu de rôle, le but, c'est pas de toi, ton bonhomme qui gagne. Non, c'est de juste s'amuser puis de vivre une histoire. Fait que ça, faut pas l'oublier. Puis c'est ce que je rappelle à mes joueurs, autant dans ma campagne ou que dans Adventures League, le but ce soir, c'est de s'amuser, que vous sortez d'ici puis je suis triste parce qu'un joueur est mort ou je suis content parce qu'on a tué le méchant, mais de s'amuser et non pas de gagner ou d'être le meilleur joueur. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Non, exact. Non, vraiment pas. Puis ça reste que. Tu sais, on a eu la preuve. En plus, l'ironie, c'est qu'on enregistre notre premier épisode le lendemain du plus gros événement de l'année, je pense, de D&D, de Descent, qui s'est passé à LA en ce week-end. Ouais, on fait ça big maudit cette fois-ci. Ouais, mais ça va être récurrent. Il a fait quoi de cool, mais là aussi, ils sont donnés. Là. Ouais, ça va être récurrent. Ils l'ont annoncé. Là. Il va y avoir 2020, 2021. Puis ça va toujours être. Ben, il l'avait fait l'année passée aussi pour Waterdeep. Pour Waterdeep Dragon Ice. Ouais. Il avait donné un nom aussi à cette. C'était Stream of Many Eyes. C'est ça, exactement. Ouais. Où est-ce qu'il y a beaucoup de célébrités, autant du monde de D&D que de Wizards of the Coast, que d'acteurs ou comédiens ou quoi que ce soit qui participent. Puis qui est vraiment intéressant de découvrir à travers eux, là, quand tu connais un peu déjà l'acteur ou le DM. Oui, parce que tu sais, je pense que, en tout cas, Joe et moi, on a une bonne passion pour Critical Role. Fait qu'on connaît les comédiens, on sait le genre de play qu'ils font. Mais il y a un gros, tu sais, il y a Acquisition Incorporated que j'ai jamais suivi. Puis il y avait 3 joueurs qui étaient de cette série-là, qui étaient là. Tu sais, du monde qui ont joué à D&D en masse dans leur vie, là. Puis qui était drôle, là. Puis j'ai fait, mon Dieu, il faut que j'écoute ça. Ça a l'air vraiment... Ça a l'air juste trop bon, là. C'est ça qui confirme notre point que même ces gars-là, qui ont soit participé à l'écriture de certains modules ou qui jouent depuis la première édition ou quoi que ce soit, ils arrivent en 5e édition, ça fait 30 ans qu'ils jouent, Mike l'a dit lui-même aussi, puis à la fin de la soirée, c'est d'avoir du fun. Ça ne change rien que tu aies de l'expérience ou aucune expérience ou que tu sois le meilleur comédien ou que tu n'es pas bon pour faire des voix ou que tu sois bon, peu importe. À la fin de la soirée, jouer l'édition que tu veux, tu vas avec le but genre, de ne pas avoir du fun, tu n'auras pas de fun. Exact. Si on peut permettre, Francis, pour ceux qui nous écouteraient qui ne connaissent pas Critical Role ou Acquisition Incorporated, je peux me permettre, tu en expliqueras sur Acquisition, mais Critical Role, c'est Matthew Mercer, le DM, et une bande d'amis à eux qui ont décidé de faire une petite game à la maison à un moment donné, puis qu'ensuite, par Georges, eux autres, c'est tous des comédiens de voix qui font des voix professionnellement. Puis, il y a quelqu'un qui les a approchés. Ça tenterait-tu de venir dans notre studio? On ferait un petit streaming, tout ça. Puis, je pense que ça allait exploser à partir de là. Puis, ça a donné Bon, les points de vue peuvent être mitigés, mais ça a donné un gros coup de pouce à rationaliser un peu que Donjon Dragon n'est pas fait juste pour les geeks dans un sous-sol, à pas
pas dire ça à personne. Donc, ça a amené quelque chose d'extraordinaire. Oui, une histoire incroyable, mais aussi ça a fait développer beaucoup Donjons Dragons. Ouais, puis ça montrait un côté de. Je pense que c'était un secret bien gardé dans la communauté que quand, quand tu joues avec des amis longtemps, puis que tu sais, il y a de la place pour du roleplay de qualité. Puis ce qu'on voit à Critical Role, c'est ça, c'est des acteurs, puis tu sais, ils ont un training, puis tout ça. Mais je suis convaincu qu'il y a du aussi bon roleplay qui se joue à plein de places à travers le monde, tu sais, parce que les joueurs s'investissent dans leurs personnages, puis fait que les gens se sont reconnus beaucoup en eux autres aussi. Je pense que c'est ça qui a propulsé le podcast aussi, dans la saison 1, là, ce qui leur a vraiment donné beaucoup, beaucoup de popularité. T'sais. Puis en même temps, le stream de parties de Donjons Dragons comme ça, je pense pas à cette échelle-là, ça s'était vraiment vu. Là. On parle de quoi? 115 épisodes, 4 heures en moyenne chaque. Ça n'existait pas, la technologie pour le faire dans le temps non plus. Là, c'est... D&D est rendu à un point qui n'a jamais été connu. Là. Moi, j'en crois toujours pas. Là, je veux dire, moi qui suis D&D depuis 20 ans, ça n'a jamais été aussi mainstream. Là. Ça n'a jamais été aussi populaire, puis c'est le fun, tu sais, parce que justement, ça montre qu'il y a c'est pas juste des gros nerds dans leur sous-sol, justement, là, qui jouent à D&D, il y a du monde, du monde cool, mais pas du monde cool, mais du monde normal, là, c'est pas juste des extrêmes, puis tu sais, il y a toutes sortes de monde qui joue à D&D, c'est ça qui est malade, tu sais, ça réunit du monde que j'aurais jamais rencontré, moi, dans la vraie vie, là. Autant les personnes que je joue tous les mercredis que le monde que je joue dans le magasin quand j'y vais, là, tu rencontres des gens là, que t'aurais pas croisé probablement puis qui sont super le fun. Là. Qui font pas toute la même chose dans la vie non plus. T'sais, ils ont un background différent autour de ma table. J'ai un policier, j'ai une massothérapeute, j'ai un graphiste, puis j'ai quelqu'un d'informatique. C'est exactement ça. C'est dur de se rencontrer dans un autre système. Là, puis même de différents âges. Là, moi, Philippe, il a 40... je ne dirais pas son âge, excusez, mais... il est pas mal plus vieux que moi quand même. Là, c'est impossible qu'on se recroisé dans aucune activité à part D&D. Je ne peux pas dire qu'on a des points super communs, mais ça nous réunit, puis ça nous a réunis, puis c'est devenu un ami. C'est génial. Ouais. Du monde comme ça. C'est ce que Donjons Dragons peut amener à différentes échelles pour différentes personnes selon le commitment et tout ça, pardonnez l'anglicisme. C'est que ça peut développer des liens, puis il y a des choses quand même intenses qui peuvent vivre là-dessus, de conquérir ou de, comme je parlais, de battre un monstre aussi, mais des émotions, tu sais, je t'avouerais qu'il y a quelqu'un qui a pleuré dans ma game l'autre jour. Tout le crédit à mes joueurs, là, vraiment, là, qui ont créé quelque chose de vraiment fantastique. Peut-être qu'Éric aura la chance de le raconter. Tu veux son bonhomme? Non, exactement, j'ai pas fait ça, mais c'est dans une circonstance de départ de personnage. Puis à travers ça, mais tu sais, bon, le but c'est pas de dire ah c'est cool, pleurer ou on rit quelqu'un parce qu'il a pleuré, c'est juste non. Les gars étaient entièrement dans le personnage à ce moment-là, puis c'était triste ce qui arrivait. Pourtant, on sort de là, puis on passe à l'autre chose le lendemain, puis on travaille tout le lendemain, mais Colin, tu dis à travers ça, tu peux pas faire autrement que d'avoir des liens avec ces personnes-là. Ouais. C'est bien. Ce qui est bien intéressant aussi de voir, c'est à quel point ça devient c'était déjà de la culture populaire, mais à quel point c'est utilisé maintenant en culture populaire. Je pense qu'on est en train d'assister un peu à ce que Marvel a réussi à faire aussi avec les comic books. On est parti il y a 11 ans de ça. 10 ans? 11 ans, le premier Iron Man? En tout cas, mais bref, on était des comic books. Moi, j'étais un geek de comic book. Moi, j'étais X-Men à fond, puis j'ai épluché ça en masse. Là. Puis c'est correct, c'était à moi, puis j'en parlais pas, puis tout ça. Puis là, aujourd'hui, à Job, genre, je connais pas personne qui est pas fan de Marvel. Puis tu sais, ça. Puis après, ils viennent à côté de mon bureau, puis ça vient jaser de hey, tu sais, ce héros-là, c'est quoi son background? C'est quoi son affaire? C'est comme, d'accord, c'est commencé à ma job tout le temps, le monde me posé, là. Je suis quand même un papa fan de comic book aussi, puis là, c'est ça, puis là, j'étais comme assis, puis je fais, je suis vraiment en train d'avoir ces conversations-là en ce moment? Puis là, j'arrive à parler... J'aurais pas parlé de ça. Ben non! Puis, je parle avec mes boss l'autre jour de, hey, ouais, j'ai commencé à jouer dans un bar de club de société, là, tu sais, puis on joue à Donjon. Puis elle fait, ah ouais, dis-moi, j'ai joué, puis là, moi, je joue encore, puis moi, je joue à Shadowrun, puis j'étais comme, ok, mais genre, ok, tout le bureau, joue à du tabletop RPG, puis genre, je suis pas au courant, tu sais. C'est plus populaire, il y a plus de monde qui joue qu'on pense. Ben oui.
Puis c'est pour ça que je trouvais intéressant de faire coup critique aussi, là, parce que je veux parler à toutes sortes de monde avec ça, puis je veux qu'on puisse avoir une discussion, tout le monde ensemble, pour se dire, OK, on peut-tu juste en parler? On peut-tu juste sortir ça de notre système? Parce que moi, j'ai juste le goût d'en parler le plus souvent possible. Écoute, les nombres de conversations à différents niveaux, Mike va dire la même chose. Mike, quelque chose par rapport, mais ça peut pas D&D. OK, Mike, qu'est-ce que tu en penses de ça, tout ça? Les conversations que ça peut amener, et je pense qu'au contraire, le podcast, il faut y mettre une limite, mais c'est pour ça qu'on n'a pas de limite d'épisode, parce qu'on va être capable d'en parler longtemps. Puis ce qui est intéressant, je pense, là-dessus, c'est la société qui est rendue plus verte, du moins au Québec ou en Amérique, tout ça. Ça enlève certains tabous aussi, là, que les gens n'auront pas peur d'aller dans... Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, là, si tu jouais à Donjons Dragons, si t'étais geek, t'étais à l'école, t'étais pas populaire. J'ai peur d'essayer. Là. Présentement, je suis en train de faire une game à du monde de ma job que j'ai initié à Donjon Dragon. On fait la semaine. Ça me surprendrait pas aussi qu'ils pognent la piqûre à travers ça, puis qu'après ça, eux autres, ils partent leur game avec leurs amis, puis tout ça. Puis ce qui est intéressant, c'est ça, c'est tout de développer la communauté. Puis, des pionniers comme on parle de Matt Mercer, puis des autres personnes qui sont incroyables, Christopher Perkins. Sauf que à travers ça, chacun, on peut faire partie de la communauté. Tu sais, moi, j'ai demandé à quelqu'un de m'envoyer un module qu'il avait runné, et OK, je l'ai lu, puis je l'ai fait. C'est la première fois que j'ai DM de ma vie, tu sais. Mais elle a dit, tu vas voir, ça va être une belle aventure. Elle a dit, c'est pour la communauté que je fais ça. Je te le donne gratuit, je te le vends pas, quoi que ce soit. Je veux que tu deviennes DM. Comme ça, tu vas amener d'autres joueurs, tu vas amener d'autres DM. Puis plus on est beaucoup, plus il y a de DM, plus il y a de joueurs, plus on découvre des nouvelles choses. C'est clair. Ah, ça, c'est nice. Merci les gars d'avoir partagé ça. Je pense que ça va être le fun en allant de l'avant avec ce projet-là. Vous aimez ce que vous entendez? Visitez coupcritique.ca, un site web consacré uniquement aux jeux de rôle. Nous créons des articles sur les nouveautés et des critiques sur différents produits consacrés aux jeux de rôle. Et si vous voulez nous aider à pousser le podcast et nos capsules vidéo plus loin, visitez le Patreon de Coup Critique à patreon.com/coupcritique. Juste pour closer l'émission, on va pas closer tout de suite, mais on pourrait peut-être parler justement de ce qui s'est passé ce week-end. Dans le fond, moi, j'ai resté connecté. Il y a un article en ce moment sur Coup Critique qui relate un peu les sorties, un petit blog de même, qui relate un peu les sorties qui ont été annoncées, dans le fond, durant le week-end. Puis on pourrait passer à travers chaque affaire. Votre impression générale, moi, en fait, en général, j'avais un feeling, il y avait eu un article qui était sorti récemment sur des changements qu'il allait avoir dans la saison 9 d'Adventures League. Puis il y avait un petit paragraphe qui parlait de variations sur les règles normales d'Adventures League concernant les Tieflings puis les Aasimar. Là, on va rentrer dans ces sujets-là plus tard. Ceux qui connaissent ça, on parle de deux races, en fait, de personnages qu'on peut avoir. Là. Puis ça m'a mis la puce à l'oreille. Puis en voyant le cover art, j'ai fait il y a une histoire de anges et démons qui va se passer. Puis je pense que ça va être ça le prochain module. Puis comme de fait, ce qui a été annoncé, c'est Baldur's Gate Descent into Avernus. En fait, c'est bien clair, là. Les personnages se rendent dans le premier étage de l'enfer, qui s'appelle Avernus. C'est un monde. C'est un gros mix entre Mad Max puis la mythologie de l'enfer. Puis ça va être élevé. On va se le dire. Ça va être vraiment intense. Ça va avoir trois couleurs, rouge, noir, puis gris. Là. Ça va. Je pense rouge, puis qu'il y a plus de rouge aussi. Ouais. Ce qui est intéressant avec l'enfer, puis notre ami Eric était tout feu tout flamme quand il a appris ça, parce que ça fait 1 an qu'il me parle de faut aller en enfer à un moment donné, que ce soit dans une game, peu importe, c'est vraiment intéressant. Puis c'est sûr que dans le livre de More Than Kindness, ils ont parlé un petit peu de la guerre qui perdure entre les démons et les diables, en enfer qu'il y a les diables. Puis ce qui amène avec ça, c'est on pense que l'enfer, tout brûle, puis tout est un fouillis total, mais c'est vraiment pas le cas. Quand on parle, je vais juste donner un insight, là, mais quand on parle de faire des deals avec le diable, là, quand tu rencontres un diable et tu fais un marché avec lui, là, ça a beaucoup de conséquences. Ouais, puis il y a tout. Il a annoncé plein de nouvelles mécaniques. Ben, entre autres, le Big Bad à la fin, ça va être Zariel, dans le fond. Puis là, petite parenthèse sur Zariel, c'est en fait une ange, en fait, qui voyait la guerre que tu parlais du jour en enfer. Qui s'appelle, en anglais, on dit le Blood War, là, dans le fond. Elle a vu ça aller, puis elle a fait, ben voyons, moi, je suis une super bonne guerrière, pourquoi je m'en vais pas
mettre là-dedans, puis tuer du monde, puis mettre de l'ordre là-dedans parce que je suis un ange, puis je sais mieux que tout le monde. Puis elle s'était fait refuser non. Elle a amené beaucoup de mortels avec elle. Puis à la fin, elle a réussi à battre celui qui dirigeait Avernus dans le fond. Puis la conséquence qu'elle a eue, c'est qu'elle est devenue un anti-ange, dans le fond. Elle est devenue un démon. Déchu, ouais. Ouais. Ah, le ruler, le ruler peut pas être un ange. Fait que... Ouais. Asmodeus l'a converti, en fait. C'est ça qui est arrivé. Ouais, c'est ça. Asmodeus, qui est le leader de l'enfer, si on veut. Fait que là, elle est là, puis elle est méchante. Si vous feuilletez un peu Mordecai Tomb of Fools, puis ça donne un preview un peu de ce qu'on peut trouver comme encounter, comme monstre dans cette place-là. Ça sera pas. On peut survivre avec un level 1 là-bas. Là. Ouais, c'est ça sera pas une promenade de santé. Ça commencera pas qu'un niveau 1 en enfer, tu vas commencer à Baldur's Gate. Puis tu vas avoir des quests qui vont t'amener jusqu'en enfer. Ouais. Est-ce que j'ai compris, ça se passe en Baldur's Gate, que moi je suis super intéressé parce qu'ils ont décrit ça comme le Gotham City de Forgotten Realms, puis Baldur's Gate, c'est un setting que j'aime beaucoup, un peu à cause des jeux vidéo du même nom que j'ai joué comme un malade mental quand j'étais jeune et même encore aujourd'hui, je l'aime bien. Puis ça va être vraiment cool comme setting aussi, même. Moi, ce que j'aime de ces jeux-là, c'est que tu peux t'en servir pour rouler le module, oui, mais il y a aussi un paquet de lore pour rouler et puis rendre tes. Tu sais, mettons Waterdeep, tu le lis juste pour rendre ta ville vivante quand tu joues tes joueurs dedans, c'est malade. Là. Absolument. C'est pas obligé d'absolument suivre ces histoires-là ou cette histoire-là ou ces quêtes-là. Juste de lire le livre. Personnellement, moi, même le PHB, il se lit bien à travers ça pour comprendre. Mais tous ces livres comme Mordenkainen's, puis ces hardcover-là, comme on appelle, ça permet d'en apprendre sur comment ça se passe puis d'amener ça après ça dans tes histoires. C'est plein de lore, ça, qui est intéressant. Ouais. Puis comme preview, en fait, on a vu beaucoup... En fait, durant l'événement, ils ont fait 4 parties de 2 heures chaque avec plusieurs invités. Ouais, ça, je les ai pas vus. Ah, ça, si vous avez la chance d'aller écouter ça, c'était du bon jeu. C'était drôle, c'était fort. Puis ça a fini la dernière game, c'est Chris Perkins qui DM, puis c'est rough en partant. Là. Il est vraiment chien. Là. Puis c'est voulu pour introduire une mécanique de jeu qui va être présente beaucoup. En fait, quand je parlais de Mad Max puis l'enfer, c'est que il va y avoir beaucoup de place à des machines puis des constructions de l'enfer qui vont permettre aux personnages de survivre en enfer. Puis ça va marcher. Puis d'autres mécaniques aussi, des échanges avec les démons, tout ça, va tourner beaucoup autour des soul coins qu'ils appellent. En fait, des pièces d'armes. Puis dans le fond, une pièce d'arme, c'est une arme torturée qu'il y a dans chaque pièce. Puis ces pièces-là vont permettre de faire avancer un véhicule autant que de faire du truc avec des démons. Mais c'est à quel point tu es prête comme personnage à échanger des armes pour avancer puis survivre. Tu sais, il va y avoir des retournements de situation, je pense, beaucoup là-dedans. Ouais, je vois des pics fonctionner avec ça aussi. Ouais, beaucoup. Puis ils ont donné des previews de ça dans les games. Fait que si vous avez une chance d'aller voir ça sur la chaîne officielle de Dungeons & Dragons, le week-end, ils ont eu beaucoup de misère avec les connexions Internet, mais heureusement, déjà aujourd'hui, on voyait qu'ils ont rapatrié le tape, l'enregistrement complet, puis ils ont commencé à mettre les vidéos vraiment en bonne qualité, sans interruption, en ligne, là, pour être capable de suivre ce qui s'est passé. Puis c'est super encourageant. Ça a l'air vraiment le fun. Ça, c'est en fait le premier produit qui a été annoncé. Là. Puis c'est sûr qu'avec ça, ben, il y a plein de compagnies tiers qui vont faire des produits aussi qui vont accompagner ce module-là. Comme dans Dungeons & Dragons, on a déjà parlé d'une map avec 7D, puis il y a plein de choses comme ça. Ouais. Qui vont sortir, qui vont accompagner. Peut-être que vous êtes capable de me corriger, les gars, mais il y a Beatles and Grimms, là, qui est comme une espèce de compagnie tiers qui avait sorti une édition collector de Waterdeep avec plein d'affaires là-dedans. Puis, ouais, je vais sûrement faire la même chose. Ouais, il y en a un qui sort pour Ghost of Sartmunch, mais après, ça va sûrement être... ils vont sûrement s'attaquer déjà à ça. Puis ça, c'est annoncé, je crois, pour septembre cette année. Ouais, c'est ça. Ça va... Ben, en fait, ouais, le septembre pour ce produit-là. Le deuxième produit qui a eu beaucoup d'attention aussi,
c'est le D&D Essentials Kit. En fait, Yes. ouais, moi, j'ai vraiment hâte à ça. Pour ceux qui ont utilisé Lost Mines of Eldever dans le Starter Kit, en fait, la boîte qui coûte, je pense, 22 pièces ici au Canada, 23 $. Ouais, à peu près. Dans la boîte, vous avez le set de règles, une aventure, des dés, des personnages préfaits, Tout ce qu'il faut pour tout ce commencer. qu'il faut pour... Tu peux commencer out of the box à jouer, ou tu Ouais. peux faire ton bonhomme avec le set de règles qui est dans le livre, sans problème. Ouais. Tu peux avoir du fun à jouer de right now. Ouais, puis sans acheter comme un module ni quoi que ce soit. Là, 22 $, tu peux 22 pièces. vraiment faire une quête qui va durer même longtemps. Puis c'est Le seul risque de ça, par exemple, je m'excuse Francis, c'est de vraiment devenir accro comme nous autres. Je tiens à préciser. C'est définitivement la getaway drug. Ouais, puis ouais, c'est ça. Une petite dose. Puis en What fait, your parents want your about? ouais. Puis là, en fait, l'aventure justement dans Starter Kit, qui est Lost Mines of Eldever, que moi, j'apprends à DMer avec ça en ce moment, qui est, je pense, une favorite aussi beaucoup pour la 5e édition. Il y a beaucoup de monde qui l'aime beaucoup. Je dis que c'était vraiment un module qui était le fun à rouler, puis il allait vraiment aller chercher les core aspects de D&D, puis c'est vraiment le fun de rouler des nouveaux joueurs là-dedans, parce que tu leur fais découvrir le jeu, puis si même toi, quand DM, t'explores les différentes facettes de D&D de façon super bien structurée pour un module de beginner, c'est vraiment super bien fait. Ouais. Ça va être en septembre, ça aussi, pour ceux que ça intéresse. Là. Ouais, fait que le Essentials Kit, en fait, ce qu'ils ont annoncé, c'est une autre boîte. Donc, si tu as déjà acheté le Starter Kit, tu perds rien vraiment pas en achetant le Essentials Kit. En fait, c'est que tu as encore les règles de base, mais tu as un nouveau livre, en fait, qui va te permettre de mieux cerner la création de personnages. Donc, si c'est un livret que tu peux donner à tout le monde quand il se crée un personnage, justement. Tu as une nouvelle aventure qui va s'appeler, je vais vous trouver ça, Dragon of Icespire Peak, qui va être une aventure pour les personnages de niveau 1 à 6. Il va y avoir un autre ensemble de dés dedans, mais dans celui-là, il va y avoir 2 dés 20 et 4 dés 6, en fait. 2 dés 20 pour avantages et désavantages, pour rouler plusieurs skills, peut-être à plusieurs. Puis 4 dés 6, ben, c'est pour rouler les stats, dans le fond, dans Donjon Dragon. Il va y avoir une carte, en fait, du Sword Coast, qui est une région de Faerûn. Puis de l'autre côté, il va y avoir une carte de Phandalin, qui est comme une ville qui est utilisée dans les aventures du Starter Kit et de celle-là. Et il va y avoir un paquet de cartes aussi. Un paquet de cartes qui va avoir des systèmes magiques, des quêtes, des créatures, plein d'aspects du jeu qu'on va pouvoir remettre aux joueurs qui vont jouer. La beauté de tout ça, c'est que l'aventure, tu peux la faire avant, pendant ou après l'aventure de Lost Mines of Eldever. Fait que les gens qui ont été accrochés à la première aventure avec le Starter Set peuvent tout de suite embarquer dans quelque chose. Belle continuité, ouais. Ouais, puis jouer avec ça, puis grandir. Puis je pense qu'ils ont été intelligents dans leur boîte, là, parce que ils ont décidé de faire peut-être... On dirait que ça sonne comme une correction un peu du Starter Kit, tu sais, des ajouts de dés, une carte, une vraie carte, là, tu sais, des trucs comme ça qu'ils ont inclus. Ils ont rajouté des goodies, mais je pense que c'est un add-on au Starter Kit plus que vraiment un remplacé, parce que ça invalide rien de l'utilité du Starter Kit. Moi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que mettons tu t'achètes le Starter Kit, c'est encore bon. Les deux vont être intéressants à acheter pour un nouveau joueur là, qui va s'intéresser à D&D. Ça invalidera pas la qualité du produit du Starter Kit, au contraire. Là. Ce qui est important de comprendre, c'est que même moi, quand je prépare une game d'Adventures League ou ma campagne, je pourrais la runner avec un autre groupe dans 10 ans parce que j'ai déjà du lore, j'ai déjà... Donc à ce moment-là, là, tu prépares quelque chose, c'est le fun de pouvoir, surtout pour les aventures, les modules d'Adventures League, de pouvoir le refaire. De c'est plus facile, c'est plus fluide parce que tu connais bien ta partie, mais aussi, c'est une toute autre aventure, un peu comme tu le mentionnais avec Toms. Ouais. Puis moi, c'est sûr que je saute là-dessus. Je m'en vais. La boîte va être disponible chez Target ce mois-ci, techniquement. Ou le 24 juin. Le 24 juin. Le 24 juin va être. Moi, je m'en vais aux États-Unis pendant mes vacances. Fait que j'ai déjà cédulé de passer par un Target en août. Tu sais quoi, je pense que je vais tout aller me le chercher. Ben, tu sais, passer les lignes, là, juste aller faire un petit peu de magasinage chez nos amis, là.
Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur? Je m'en vais chercher une boîte de D&D, là. Je reviens dans une heure. Mais je serais pas capable d'attendre. Puis le prix, on le sait déjà pour ça, ça va être 24,99 US. Fait que ça donne une idée de... Peut-être que ça va donner en canadien, là. On va tomber proche de la trentaine de dollars, mais tu sais, c'est vraiment raisonnable pour le... Tu vas avoir un bon contenu dedans, c'est ça qui est fun. Ouais, vraiment. Puis l'aventure est encore écrite par Chris Perkins. Fait que, tu sais, il n'a pas délégué ça. C'est lui qui l'a écrit pour faire vraiment une bonne continuité avec sa première qu'il avait faite avec Lost Minds. L'autre annonce, si tu me permets, Francis, pour ceux peut-être qui nous écoutent, qui ont déjà joué à Dungeon Mayhem, avec un jeu que je cherche, que j'ai joué un petit peu, mais que j'essaie de me procurer, puis c'est pas tous les magasins qui ont. Il va y avoir une extension à ça. Si je peux en parler vite, dans le fond, c'est un jeu qui joue à 4, dans lequel tout le monde incarne un personnage. C'est le jeu le plus simple de tous que vous avez déjà joué. Tout le monde a 3 cartes dans ses mains, puis t'envoies des dommages, puis tu te protèges, puis des boucliers, puis tout ça. Vraiment, là, c'est un jeu super simple dans lequel tu essaies de détruire tes amis à la saveur Donjon Dragon. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis là, il va y avoir une expansion de ça. Est-ce que tu as vu qu'ils ont donné plus de détails, ou est-ce que ça va pouvoir jouer à plus de joueurs, ou c'est vraiment question d'avoir plus de personnages? Ben, l'extension va s'appeler Battle for Baldur's Gate. Fait que c'est vraiment pour lier justement ce qui va sortir avec The Descent un peu avec une extension. Il va y avoir des personnages iconiques. Ils ont parlé de... OK. Ça, c'est des personnages que je connais plus ou moins. Là. Mais si je vous dis un barbare avec un hamster, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah, c'est mime. Ouais, OK. Fait que, ils ont parlé de ça qui va être ajouté dans Dungeon Mayhem. C'est un personnage iconique de Baldur's Gate. Puis moi, à ce jour, là, quand je fais une run de Baldur's Gate, j'ai vraiment de la difficulté de pas aller le chercher parce que ses quotes me font trop rire. Ouais, c'est vraiment un personnage drôle. Avec son petit. C'était un rat? C'était une souris? C'est un hamster. C'est un hamster de l'espace. C'est ça. Qui est sur son épaule à tout point, qui s'appelle Boo. OK, spoiler, là. Dans la 4e game de Descent, il y a le gars qui a écrit ce personnage-là le joue, je crois. Puis le hamster, c'est Matthew Mercer qui le fait. Ça va être très intéressant. Mais tout ça pour dire que ce petit jeu-là est vraiment, si vous ne pouvez pas procurer puis jouer avec vos amis, là, c'est vraiment drôle, super simple, ça se joue vite. Vous avez, je pense, tout le monde a une dizaine de points de vie, puis après ça, tu reçois des boules de feu, tu te protèges. C'est vraiment drôle. Si vous voulez le voir, là, juste le googler, vous allez avoir une idée du jeu, mais c'est vraiment simpliste, mais vraiment le fun pour les joueurs de Donjon Dragon qui veulent juste avoir une petite soirée ou un petit 20 minutes en attendant le 5e joueur qui arrive, là, vous jouez ça, c'est vraiment... Ouais, mais moi, je veux vraiment laisser ce jeu-là. Parce que ça a l'air que c'est justement le jeu parfait quand tu attends pour commencer ta game, tu attends que tout le monde arrive. Ouais. Tu sors un petit Dungeon Mayhem, tu sais, puis tu joues. Surtout que je me le procure, on va faire une game. Ah, certain. On va faire ça. On la mettra en podcast, hein. on va l'enregistrer, puis ça sera très drôle. Ah, c'est une bonne idée, ça. Regardez, c'est quoi, je suis curieux. Autre produit, moi, j'ai encore vraiment hâte pour ça. Dungeons and Dragons versus Rick and Morty. Bon, ben, pour ceux qui ne savent pas, ben, Rick and Morty, c'est une série animée là, qui est vraiment connue sur Adult Swim, puis qui est maintenant traduite sur Télétoon. C'est l'histoire de savant fou qui est le plus intelligent de tous les univers confondus, puis de son adolescent, son petit-fils adolescent un peu niaiseux, dans pleine crise d'hormones, puis ils sont dans des aventures à travers le multiverse. Hein? On devrait préciser que c'est un savant fou, oui, mais un savant fou aussi alcoolique. Oui, alcoolique, vulgaire, tout ce que vous voulez. Mais en fait, il y a eu les créateurs de Rick and Morty, surtout Dan Harmon, est un fan de Dungeons and Dragons. Il y a justement je crois, son podcast c'est Harmon Quest ou quelque chose comme ça. Puis il y a une game de D&D qui roule. Puis il y a un comic book qui s'appelle Rick and Morty versus Dungeons and Dragons, où on suit les aventures de Rick and Morty qui ont été dans un univers parallèle qui est comme basé sur Dungeons and Dragons. Et là, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est un camping setting, en fait une campagne de niveau 1 à 3 pour 5 joueurs inspirés de ces aventures-là. Et dans le fond, le rôle du DM, ça va être d'être un peu Rick, de ce qu'on comprend.
de ce qu'ils ont laissé présager. Fait que ça va permettre de faire des affaires complètement folles. Ça Ça va va être, mais ça va être, ça va être épouvantable. Ouais, mais ça va être une gang. Ça va être une partie justement pour le côté givré, là, puis de se permettre plein Ah, d'affaires qui ça n'ont va pas de être sens. Là. complètement ludique, là. Ça a l'air vraiment intéressant. De ce que j'ai cru, les informations sont pas très très précises sur est-ce que ça va être un box set ou ça va être un livre. Mais peut-être que ça Ça va va être. être un box set. Si c'est un box set avec des figurines de Rick et Morty, là, moi je capote là. Ça serait le best, là, si je suis pas sûr, mais. N'importe quel fan de Rick and Morty vont vouloir jouer à ça. Ouais. Checkez bien la vitesse que ça va se vendre, là, ça va être fou, regarde, on n'en reviendra pas. Genre, Ça- on va déjà avoir des boîtes, là. Moi, je vais essayer d'en avoir une, parce que j'étais quand même un papier fan de Rick and Morty, mais je suis sûr que ça va être difficile. Ah, ça va se vendre plus vite que de la sauce Szechuan. Good one. Mais ouais, fait que ça, c'est pas mal les produits core qui ont été annoncés. Ils ont annoncé aussi une série de 4 livres jeunesse, en fait, qui s'appelle Young Adventurers. Ça va être adressé aux enfants à partir de 8-9 ans, de ce que j'ai compris. Puis ça les initie à la réflexion derrière le jeu de rôle. On parle pas de stats, on parle pas de calcul. C'est plus sur t'es devant un dragon, qu'est-ce que tu fais? Puis d'essayer d'initier les jeunes vers la pensée jeu de rôle pour Ouais. éventuellement les amener vers un jeu comme le Starter Kit ou quelque chose comme ça. Il va y avoir 4 livres, il va en avoir un sur les armes, il va en avoir un sur les spells, il va en avoir un sur les donjons, puis il va en avoir un sur les monstres. Puis ça va être autour de ça. Puis ça ne sera pas des livres qui vont coûter cher. Je crois que c'est 12$. Là. Ils sont déjà en précommande sur Amazon. Donc on peut aller chercher ça. C'est sûr qu'il y a Ghost of Saltmarsh qui s'en vient, mais ils n'en ont pas parlé pantoute de tout l'événement. Ouais, c'était vraiment étrange. On dirait qu'ils veulent mousser ça sur la bande. Il n'y a pas vraiment eu d'événement. Il n'y a pas vraiment eu vraiment quelque chose. Ils en ont parlé un petit peu ici et là, mais juste de dire il y a ça aussi qui s'en vient. Mais je sais pas, vous, votre avis avec Ghost of Saltmarsh, si vous êtes excité ou pas. Moi, je trouve ça le fun d'avoir toujours du contenu nouveau pour étoffer une game, mettons un homebrew, quoi que ce soit, puis d'avoir un système de règles, par exemple, pour rouler des campagnes navales ou des trucs comme Ouais. ça. Là. Mais je ne sais pas à quel point ça va être vraiment au niveau de l'histoire, qu'est-ce que ça va donner. Ben, si on se fie au passé, moi j'ai roulé Tale of the Yawning Portal avec mon groupe, puis on a vu quand même revoir les donjons classiques, là, mais côté ficelage de storyline, on a trouvé que c'était pas super intéressant à rouler. Par contre, le rouler dans différents modules comme Buffer ou comme autres modules de l'adapter à ces campagnes, c'est génial, c'est libre. Fait que je les prends plus comme ça que comme des modules à rouler, mettons, pour Avengers League, ou que je vais vouloir faire de début à la fin d'un coup, je suis pas sûr. Je pense que, mettons, par exemple, ma campagne, il se dirige, parce que il se dirige vers plusieurs jours en mer, puis tout ça, c'est des ajouts qui vont pouvoir, de un, m'aider, parce que je pourrais pas te dire, Babar, c'est à gauche ou à droite, là. Donc, à ce moment-là, c'est toutes des choses qui peuvent venir aider. Quant au lore, à savoir si on va runner la campagne, mais là, après ça, c'est question de temps, de faire. J'aimerais ça faire une campagne version pirate, ou c'est sûr que je suis fan de Donjon Dragon, du système, en 5e édition, mais en même temps, c'est question de temps. Est-ce que, comme on dit avec Eric, on a hâte de retraite pour pouvoir jouer à Donjon tous les jours, mais pour l'instant, c'est moins la réalité. C'est un running gag qu'on dit souvent, mais c'est moins la réalité. Par contre, ces livres-là, ils ne veulent pas en finir non plus après un an, mais c'est sûr que ça peut être intéressant, mais je suis pas mal sûr que ça va aller chercher beaucoup de gens qui aimeraient justement avoir cette approche-là en mer, les différents événements, les différentes créatures que tu rencontrerais pas dans une campagne normale ou dans une aventure normale qui se passe pas toujours en mer. Il y a des créatures que, bon, des fois je lis et je les trouve super intéressantes. Le Kraken, quand tu es en pleine terre, je pense pas que tu vas le rencontrer. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est ça que Moi, je pense que c'est la partie un peu intéressante de ce livre-là. Ça va être le système de règles navales que tu vas pouvoir utiliser pour faire du homebrew plus facilement. Puis qui est ajouté quelques quests qui viennent de là, mais ça va être vraiment intéressant parce que c'est sûr que les campagnes navales, c'est le fun, c'est toujours intéressant à runner. Puis tu peux rouler des moves qui sont tellement différents, là, pour un DM, c'est quand même rafraîchissant, là.
juste un petit peu plus ciblé. Comme tu dis, c'est intéressant de faire une campagne navale. Tu peux l'amener dans ta game, mais c'est plutôt rare. En même temps, ça peut amener justement plus facilement, donc ça va être plus possible de les mettre. Mais faut que tu te commettes à une campagne navale ou à un certain nombre de sessions qui vont être plus navales là, selon où est-ce que le groupe se promène. Puis vouloir justifier un investissement aussi, là, parce que les livres, c'est ça. Mais je voulais mentionner, Francis, tantôt tu as parlé pour faire tout ça. On a fait une journée spéciale pour les enfants. Un Donjon Dragon. C'est pas que je veux plugger la situation. Non, mais c'est une bonne idée. C'était vraiment intéressant. Quelque chose que j'aimerais beaucoup refaire un jour. Je l'avais fait, j'ai créé un système de D6 avec une petite aventure bien simple dans laquelle, mettons, je vous donne un exemple, il y a quelqu'un qui tu veux jouer un magicien parfait, donc c'est roule un D6, si tu pognes 4, 5, 6, mais tu réussis à lancer ta boule de feu. Puis j'avais des jeunes là, qui m'avaient fasciné. Au lieu, en fait, je m'attendais à celui qui faisait un mage, il va lancer ta boule de feu, c'est sûr. Non, il dit moi j'aimerais ça être un magicien de terre, fait que je lancerais comme des roches à travers ma magie. Puis je trouvais ça fantastique. T'sais. Non, mais ça démontre à quel point, tout le temps que les enfants ont une créativité florissante, mais ce système-là et cette journée-là avait été vraiment populaire. Des enfants que peut-être qu'ils ne sont pas toujours habitués non plus d'être assis autour d'une table pendant 2 heures. J'avais fait ça short and à travers ça, il fallait qu'ils aillent combattre un méchant. Ils étaient tous des gobelins, eux autres, dans un village de gobelins. Des gobelins qui avaient été capturés. Donc, il fallait qu'ils aillent chercher, je ne me rappelle pas du nom du méchant, mais il fallait qu'il le retrouve. Donc, il avait rencontré des hommes qui voulaient les capturer aussi, qui travaillaient pour les méchants. Puis après ça, le gros méchant, j'avais une mini géante. Là, les enfants étaient bien impressionnés. Puis à travers ça, il y avait une rivière de chocolat. Puis il y en a un, il dit moi, je vais prendre du chocolat. Puis là, c'est donné comme 1 point de vie de plus. Puis j'avais fait un peu d'improvisation à ce niveau-là. C'était vraiment intéressant. Les parents sont venus voir après et disaient est-ce que tu fais ça chaque semaine ou ça? Puis, malheureusement, j'ai un petit garçon, j'ai pas pu faire ça toujours. J'aimerais ça leur faire un jour, c'est question de temps, ça va venir, sauf que ça devrait pogner vraiment beaucoup. Je te dirais que mon je l'avais fait pour à peu près 8 à 12 ans. À 12 ans, les personnes de 12 ans est un petit peu, c'est un peu basic pour eux, puis 8 ans, mais c'était vraiment intéressant de faire ça. Puis je tenais à le dire, ça aussi, c'est du développement de communauté, puis ça permet. Moi, j'ai beaucoup appris de ça, puis j'ai vu à quel point ça peut être intéressant. Puis mon garçon est très jeune, mais j'ai déjà hâte. Ouais. Moi, mon gars de 4 ans, il me demande quand est-ce que tu vas jouer à ton jeu, papa? Puis je cherchais une façon à 4 ans de l'initier un peu, puis j'ai vu plusieurs alternatives sur le web, mais tu sais, je pense que tous les parents qui sont fans de D&D, c'est soit ils les lancent direct dans la machine ou soit ils trouvent une variante intéressante au jeu, puis c'est qui va avoir la meilleure recette. Mais moi, je serais très curieux de voir ton approche, puis je suis sûr que beaucoup de monde qui nous écoute aimerait ça l'avoir. Fait que travaille ça, mon Joe. Parce que je pense qu'il y avait 20 du monde qui va être intéressé. Mais ouais, c'est vraiment. Ça permet. En fait, mon petit neveu de 5 ans, je raconte des histoires où on joue un jeu. Surtout qu'il y a des bonhommes, je fais des voix, j'essaie de l'incorporer plus. Puis je pense qu'à ce niveau-là, ça peut permettre surtout une attention un peu plus longue que 2, 3, 4, 5 minutes ou qu'un film. Puis ça permet de la créativité. De l'autre côté, mais de la leur aussi, de leur donner des choix. Quand ils écoutent un film, il y a des films extraordinaires, là, puis c'est très correct. Mais aussi, dans un film, tu n'as pas de choix, tu fais juste écouter. Tandis que là, de pouvoir communiquer, ça peut amener une certaine facilité peut-être au côté social pour un enfant. Mon but étant pas de dire que je vais faire ça, mais si un jour on me propose d'aller faire ça dans l'école, c'est sûr que je dis oui, parce que c'est vraiment fantastique comme expérience. C'est cool. Dernière petite nouvelle qu'il y a eu dans The Descent, les gars. Ça, c'est caché. Fait que dans le fond, ils l'ont pas mis dans un article ni quoi que ce soit. Il y a eu un concert dimanche, en fait. Il y avait plusieurs artistes invités qui ont fait de la musique pour les fans de D&D, puis c'était streamé live. Le dernier spectacle qu'il y a eu, c'est un band qui s'appelle Magic Sword. Si vous avez une chance d'aller écouter ça, c'est complètement fou. C'est comme si Daft Punk avait roulé des années 80. Puis les gars sont vraiment inspirés par l'univers de Dungeons and Dragons de cette époque-là. Puis c'est vraiment fort. Puis le show a fini avec Nathan Stewart, qui est directeur de Dungeons and Dragons pour Wizard of the Coast, puis Kate Welch, qui est comme une auteure, qui a écrit sur The Descent, qui a écrit dans Ghost of Saltmarsh, qui a sûrement écrit d'autres choses aussi. Là. Ils sont montés sur scène. En premier, ils ont fait bon, OK, là, la dernière fois, on m'avait mis au défi de spoiler quelque chose pour l'année qui s'en vient. Mais là, OK, fait que je vais le faire. Puis là, ils font OK,
on est en train de travailler sur un gros module. Puis là, ils ont fait, c'est pas Spelljammer. Fait que là, t'as la foule qui a fait, ah. Puis, mais ils ont fait, mais ça se passera pas à Faerun. Fait que là, le monde a fait, oh. Ah, Puis là, ils ont annoncé camping setting à Hebron, au pays des Warforges, qui s'en vient prochainement. Fait que leur prochain gros projet, c'est tout un livre sur Hebron. Ils ont déjà fait le guide pour la création, un peu le lore, puis tout ça. Puis là, ils vont vraiment faire une aventure qui se passe à Hebron. Fait que, moi, je pense qu'une grosse partie de ce manuel-là, ça va être justement le Wayfinder Guide qui vont finalement mettre en format print, plus une aventure qui va se passer dans Eberron qu'ils vont avoir faite pour supporter ça. ouais. Parce que Je ne sens pas Eberron, ben, je suis allé le googler comme notre ami Google fait souvent pour nous dans toutes les différentes choses de D&D. Puis je suis allé voir ce qui se passait, puis c'était un petit peu différent, mais c'était vraiment intéressant aussi. Ça peut amener une autre dynamique. mais à ma connaissance, les races d'Hebron ne sont pas acceptées en Adventures League. Fait que ce que ça veut dire, Non, c'est. ils ont leur propre Adventures League en Ah sur ouais? Eberron. Ah! Ouais, ils ont je pense qu'il y a quoi, 10-12 quests qui ont été écrites pour Eberron, spécifiquement, qui sont disponibles sur les DM's Guild, que tu peux acheter. Puis ils ont un système qui est en fait identique à Adventures League, mais tu peux pas transférer l'un à l'autre. C'est ton bonhomme, il joue à Eberron, ou il joue à Faerun, là, c'est pas les deux. OK. C'est surtout le domaine magique qui est un petit peu différent au niveau du lore. Ouais, c'est deux univers différents, puis en Eberron, il y a plus de magie bas niveau, mais moins de magie. Puis Mike, pour quelqu'un comme moi, Eberron, je connais pas ça. Est-ce que c'est sur la même planète? C'est où c'est un univers, comme tu parles, hein? Ben, tu sais, les planètes et univers dans le monde des D&D, c'est similaire un Ouais, peu, je suis là, tu sais. d'accord. Tu peux le voir comme une autre planète, si tu veux, là. Je pense que Ok. c'est la façon la plus simple d'expliquer, mais techniquement, c'est un autre univers aussi. C'est vraiment un autre plane, si tu veux, Ouais, c'est ça que j'allais dire. à ce que j'ai C'est considéré compris. comme un plane. Mais tu peux voyager au travers de ça, soit par téléportation ou par le phlogiston, je pense que ça s'appelle, dans Spelljammer. Ouais. C'est l'espace qui entre les univers, dans le fond. Puis Eberron, c'est carrément un autre univers, donc une autre planète, si tu veux, de D&D, où les règles sont pas exactement les mêmes, mais qu'il y en a beaucoup. Merci. Là-dessus, t'as Eberron, t'as Greyhawk, t'as Dragonland, t'as Planescape qui sont dans le milieu, t'as un paquet de settings qui sont officiels de D&D. Mais techniquement, ça serait possible de créer un univers Blue qui est compatible avec ça, puis l'intégrer là-dedans dans tes Game of Blue. Cool. Fait que, ben, je pense que ça va conclure notre premier épisode, les boys. Juste comme ça, qu'est-ce que vous allez faire prochainement, D&T Wise? Moi, je sais que je prépare pour mon autre game de Lost Minds. Puis, j'ai ma première game TA2 avec toi, Joe, dans pas long. Je vais essayer de pas mourir. J'ai ma game personnelle mercredi, très bientôt dans 3 jours, ça va être assez intéressant. Je réserve une petite surprise pour mes joueurs que j'aurai peut-être l'occasion de vous en parler. Je vais éviter des spoilers. De toute façon, on aura l'occasion peut-être d'en parler de ce qui se passe, soit dans Tomb of Annihilation si on joue avant le prochain épisode aussi. C'est des choses qui peuvent être intéressantes de compter des anecdotes de nos games pour le futur. Puis si jamais nos 3 fans qui nous écoutent ont des questions ou des sujets qu'ils aimeraient parler, qu'ils n'hésitent pas surtout. Non, c'est ça. Vous pouvez écrire sur Twitter Coup Critique QC. Vous avez l'adresse courriel aussi info@coupcritique.ca. On va être sur Facebook, on est sur Instagram. Puis le podcast va être disponible sur pas mal toutes les plateformes de podcast que vous pouvez avoir. Puis on est en roll-up, on fait des tests et n'hésitez pas à nous envoyer aussi des commentaires aussi sur qu'est-ce que vous aimeriez qu'on parle, qu'est-ce que vous aimeriez savoir, si vous voulez qu'on explore des choses, parce qu'on a vraiment beaucoup d'idées pour du contenu. On veut même s'attarder à certaines races, certaines classes, puis juste comme s'amuser à en parler. Donc n'hésitez pas. Mais là, on a oublié Mike. Là. Mike, là, toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je pense que demain, j'ai une game avec le nom de la job, si je me trompe pas.
Fait que deuxième partie de Lost Mine of Fanelvers pour ces gens-là qui sont du monde tout nouveau à D&D. Fait que ça risque d'être intéressant. La première partie était vraiment, vraiment le fun avec eux autres. Fait que ça va être, j'ai un bon gut feeling pour cette partie-là. Puis sinon, je pense que je vais avoir une game de Domination prochainement, mais je ne pense pas en fin de semaine, Joe. Donc, probablement dans les prochaines semaines aussi. Puis sinon, ben mon hiatus avec mon groupe du mercredi reprend la semaine prochaine seulement. Fait que j'étais un petit peu dans une période creuse présentement en projet D&D autrement. Super, donc merci beaucoup tout le monde, puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao, ciao! Bye.